Revenons-en à l'histoire du jour pour les investisseurs. La réunion de la Réserve fédérale américaine. Patrice Gautret est à mes côtés en plateau, chef économiste de l'Union bancaire privée. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Patrice. Eva. Bon, c'est la petite histoire du jour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la grande histoire du resserrement monétaire américain. On sera donc ce soir à 3,75 de taux directeur des fonds fédéraux américains. Est-ce qu'à ce niveau de restriction monétaire, l'histoire change? Est-ce que la stratégie ou le narratif qui accompagne la stratégie de la politique monétaire américaine depuis plus de 6 mois maintenant, est-ce que ce narratif-là peut évoluer à partir de ce soir? Alors, la communication peut évoluer. La stratégie, elle, restera de toute façon avec encore des hausses de taux parce que l'objectif de ramener l'inflation autour de 2% n'est pas encore, bien entendu, atteint. On a vu effectivement que, le marché du travail tenait encore très très bien et que l'inflation cœur, elle n'était pas là où le souhaitait la Fed. Donc, on peut parler des risques de récession, parler effectivement de certaines poches. On a vu avec les indicateurs ISM et PMI, donc il y a un ralentissement qui se met en place donc, dans l'industrie manufacturière. Par contre, le marché du travail, encore une fois, est très résistant et la consommation, ou du moins l'activité dans les services, avait été jusqu'alors encore relativement soutenue. Donc, il n'y a pas assez de ralentissement, en fait, pour la Fed, pour que M. Powell, confortablement, pivote, c'est-à-dire annonce officiellement que 75 points de base, c'est trop pour la réunion de décembre et qu'il faudra revenir à 50 points de base. Donc, il va laisser des options ouvertes. Il va être data dependent, c'est-à-dire on va voir comment évolue l'économie américaine et surtout l'économie domestique américaine et la fameuse volatilité des prix, parce que le prochain indice des prix ne sera pas bon, parce qu'il y a de l'énergie encore, malheureusement, à faire passer, même si ça se calme un peu sur le front du cœur. Donc, il n'y en a pas assez. On va dans une bonne direction. Donc, il peut saluer, comme l'a fait Mme Lagarde, il peut saluer les progrès. Substantiels, elle a dit. Substantiels. Mais il y a encore du travail. Ouais. Et pour finir ce travail, puisqu'on est dans une période de rattrapage, votre intervenant précédent l'a dit, en fait, les marchés émergents ont monté les taux beaucoup plus avant que les pays développés. Donc, on est encore dans ce travail de rattrapage sur les taux. Il faut encore monter les taux et aller peut-être vers les 5%. Donc, il ne peut pas guider formellement sur 50 points de base en décembre, il ne peut pas endosser ce début de pricing de marché qui est encore partagé, je crois, pour le meeting de décembre. Néanmoins, si la hausse de décembre était une hausse de 50 points de base, est-ce que ça signalerait un pivot de la Réserve fédérale américaine? Et qu'est-ce que ça nous dirait notamment du point d'atterrissage du cycle du resserrement monétaire américain? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre l'idée d'une hausse de taux un peu moins importante et donc l'idée d'un taux terminal, comme on l'appelle, qui serait peut-être un petit peu moins élevé que ce que le marché a pu pricer il y a encore quelques jours ou quelques semaines? Alors, les banques centrales, vous l'avez remarqué, prudemment ne communiquent pas officiellement sur ce fameux taux terminal. 3% point d'interrogation pour la BCE et 5 points d'interrogation pour effectivement la Fed, de façon à se donner des marges de manœuvre. C'est-à-dire, on peut même aller au-delà. Le consensus évolue entre 4,75 et 5,25, pour être très très large, pour le taux terminal de la Fed. Ce qui veut dire que si on fait ou 75 ce jour-ci, et 75 encore en décembre, ou 50, mais en fait, on va l'approcher, et encore une ou deux hausses de taux au premier trimestre, et ça y est, la messe sera dite, et là, on pourra pivoter à loisir. Mais en fait, il se donne effectivement une marge de manœuvre parce que ce qui embête, effectivement, c'est la vitesse, je dirais, de retour à l'équilibre que mentionne M. Powell, que souhaite M. Powell sur le marché du travail. Et pour l'instant, il n'y a pas véritablement de changement significatif. On verra les statistiques vendredi. Mais pour l'instant, les prévisions ne nous donnent pas de changement significatif. Et puis, les fameux prix cœur qui résistent. Donc, si l'inflation headline peut, imaginons, revenir autour de 7%, en ayant une configuration un peu plus favorable sur les prix de l'énergie, les prix cœur, eux, n'ont pas encore fait leur pic. Et effectivement, ce sont les transports, les loyers et les services médicaux qui vont progressivement se modérer. Mais en fait, on est dans une configuration dans laquelle on pourrait très bien avoir un prix headline qui repasse en dessous des prix du cœur aux alentours du deuxième trimestre. Et ça donnerait un scénario qui n'est pas confortable du tout pour la Banque centrale. Donc, ça veut dire que, en termes de langage, ça c'est intéressant. 2022 a été caractérisé par le rattrapage et le discours de lutte contre l'inflation. 2023 va être un discours beaucoup plus balancé, peut-être de gestion des risques, entre le risque de récession et le risque d'une inflation résiduelle ou persistante dans le secteur des services. Ces effets d'inertie, ils sont encore très forts dans l'économie américaine. Ils peuvent être encore très forts pendant
plus longtemps peut-être que ce qu'on imagine. Patrice, on a tous sur nos écrans les prix spot de marché qui n'arrêtent pas de baisser quand on parle des matières premières, du coût du fret, etc. On voit des indicateurs de loyer, des indicateurs privés de loyer aux États-Unis qui montrent aussi que la baisse en séquentiel semble être enclenchée, sauf que tout ça ne se reflète pas dans les indicateurs que la Fed regarde. Alors, ça va se refléter, mais avec une distance. L'énergie, les prix alimentaires, ce qui nous embête, c'est la volatilité au mois le mois. On a baissé les 2 derniers mois, mais on va remonter sur les 2 prochains mois, parce que effectivement, les évolutions de marché ne sont moins favorables. Les prix des loyers, on le sait traditionnellement, en fait, c'est la fin du cycle immobilier. Ils peuvent encore monter, ou du moins, il faudra attendre peut-être le 2e trimestre pour avoir véritablement une tendance. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est pas les variations, c'est la tendance. Et c'est là-dessus où parie la Fed, c'est-à-dire qu'elle lève le pied sur les taux, même elle renverse la vapeur sur les taux d'intérêt directeurs à partir du moment où elle a l'assurance, et ça va aussi d'ailleurs pour la BCE, l'assurance que et l'inflation totale et l'inflation cœur sont sur une trajectoire de ralentissement. Donc, et un point ne fait pas une tendance. Voilà, un point ne fait pas une tendance, surtout qu'effectivement, on va mettre du temps à ralentir. Donc, il faudra être patient. Et en milieu de 2023, on sera encore avec des objectifs, tant pour la Fed que pour la Banque Centrale Européenne, avec une inflation qui est bien supérieure, 100 points de base, encore au-dessus des fameux 2,00. Donc, et de 2,00, d'après les simulations que l'on a et qui reflètent un peu aussi l'état du consensus, eh bien, c'est plutôt en 2024, courant 2024, qu'on les aurait. Donc, on voit bien qu'il y a, bien entendu, le changement de communication, reconnaître qu'il y a des risques de récession, reconnaître qu'il faut encore faire de la régulation monétaire de la part de l'ensemble des banques centrales des pays développés, à l'exception du Japon. Mais ça nous projette sur le milieu d'année 2023 pour avoir ce que j'appellerais un pivot confortable. Oui, c'est ça. Il y a un truc qui manque dans le pivot, c'est quand même toute la question quantitative de réduction du bilan. C'est-à-dire que le marché associe l'idée du pivot à une pause au minimum dans le resserrement monétaire qui pourrait intervenir, vous le disiez effectivement, première partie de 2023. Un truc qui ne doit pas s'arrêter normalement, c'est la réduction passive du bilan au rythme de 95 milliards de dollars chaque mois. On est monté à pleine puissance à partir du mois de septembre. Et ce qui était vu et même communiqué comme étant un outil secondaire de normalisation monétaire va devenir un outil principal, peut-être même à un moment en 2023. Oui, si la tension se calme ou se détourne de la variation des taux d'intérêt directeurs autour du premier trimestre, eh bien, on va revenir avec les outils secondaires. Et là, effectivement, d'ailleurs, la Fed avait, ou des gouverneurs de la Fed avaient communiqué que la réduction du bilan avec les chiffres que vous avez mentionnés amenait en fait à 25 points de base supplémentaires de hausse de taux. Donc, on voit bien qu'il y aura un impact encore sur la contrainte en termes de taux, en termes de niveau de taux, mais aussi un impact sur les liquidités et donc, quelque part, la formation du crédit. Donc, le ralentissement de l'activité américaine, ce n'est pas uniquement une affaire de taux, ce sera aussi en 2023 une affaire de liquidité. Ah oui. Liquidité, et qu'est-ce que ça implique effectivement pour l'investisseur? Donc déjà, on constate déjà un assèchement de liquidité sur ces marchés clés des treasuries, enfin des obligations d'État en général, mais des treasuries en particulier. Est-ce que ça limite également le potentiel de baisse des taux, y compris dans un environnement ou dans un épisode récessif, avec un soutien quantitatif qui, lui, va continuer de se réduire? Ça veut dire qu'effectivement, on s'oriente, je dirais pour le moins, vers ce que la Fed a appelé être restrictif pendant longtemps. Et le restrictif pendant longtemps, c'est peut-être pas simplement les taux, mais c'est les taux assortis de ces conditions de liquidité qui sont moins favorables. Donc, quelque part, la Fed utilise l'adage de Madame Thatcher à propos de l'Europe, I want my money back. C'est-à-dire, elle reprend les liquidités qu'elle a injectées pendant les 2 ans. Alors ça se fait au détriment, dans un premier temps, des marchés réglementés, des marchés éventuellement donc du crédit. En 2024, en 2025, il y aura des renouvellements du côté du corporate et du high yield. Donc là, effectivement, les conditions monétaires seront complètement différentes. C'est là où les taux de défaut, qui ne montent pas aujourd'hui, pourraient éventuellement monter. Donc, en fait, dans cette fin de cycle de hausse de taux, on aura peut-être effectivement les considérations liées à ce problème de liquidité et coût du capital qui là augmentera dans tous les aspects. Ouais. Puis après, effectivement, sur des marchés non réglementés ou qui ont bien bénéficié effectivement de l'injection de liquidité à un coût nul, voire négatif pour certaines zones, là effectivement pourrait être un petit peu plus à la peine. Un mot pour finir peut-être des élections de mi-mandat aux États-Unis.
Non pas qu'on mette, ou que les marchés mettent beaucoup d'enjeux sur ce rendez-vous traditionnel de mi-mandat aux États-Unis. Néanmoins, est-ce qu'il y a quand même des points de vigilance pertinents pour les investisseurs et sur quel type de sujet les Républicains, s'ils étaient en capacité de prendre la totalité du Congrès, c'est une option qu'on peut envisager, sur quel type de sujet est-ce qu'ils pourraient avoir le plus d'influence? Oui, alors le taux d'approbation de la politique de M. Biden est extrêmement faible, je dirais même, par rapport aux autres élections de mi-mandat quand on compare en historique. La thématique qui est évoquées dans ces élections de mi-mandat sont des thématiques purement domestiques, l'immigration, la sécurité, et quelques thèmes sociaux. Mais par contre, les projections nous donnent effectivement sur la possibilité que les Républicains deviennent majoritaires tant au Sénat que éventuellement à la Chambre. Et donc là, il y a effectivement une préparation peut-être sur une candidature républicaine pour les prochaines élections présidentielles. En termes de thématiques, ça voudrait dire deux choses. Premier point, ça veut dire qu'il y a un blocage puisqu'il y a une Maison-Blanche démocrate et un Congrès qui serait majoritairement républicain. Donc là, la politique économique est complètement bloquée. On pourrait revoir peut-être des thématiques qui aiment bien, en quelque sorte, les Républicains, l'orthodoxie budgétaire, l'orthodoxie monétaire, et puis, alors faire passer des baisses de taux ou des baisses d'impôts, là, ça me semble difficile, mais par contre, en fait, tout le côté régulation qui a pu être mis en place par le côté démocrate serait un petit peu détricoté du côté républicain et qui, lui, favorise d'une part, dérégulation, et la dérégulation au profit de grands secteurs comme l'énergie, l'infrastructure ou certains biens comme les materials. Donc mais ça peut être une thématique qui peut être mise en place ou bien qui peut se traduire dans, je dirais, où le fait que les Républicains continuent de façon opportuniste à soutenir quelques mesures qui les avantageraient dans une hypothèse où ils deviendraient où tout serait républicain après les prochaines élections, mais bien entendu bloquerait sur les autres opérations. Mais dans un scénario global macro, c'est pas un game changer qu'on attend de ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Non. Ça nous dessine un futur. C'est local, c'est domestique. Ce qui peut être intéressant, c'est que ça dessine en fait ce retour à l'orthodoxie budgétaire et monétaire qu'on avait oublié, y compris dans la période de M. Trump. Déjà engagé, ce retour, une forme d'orthodoxie par rapport à ce qu'on a connu dans le cycle précédent. Merci beaucoup Patrice. Patrice Gautry qui était avec nous en plateau pour cette demi-heure d'émission de Smart Bourse, chef économiste de l'Union bancaire privée.